Bataille technique, industrielle et nationaliste, le sport automobile est tout cela. Mais c'est au combat des hommes qu'il doit les plus belles pages de son histoire. C'est lorsque deux champions d'une trempe comparable s'affrontent que les grands prix deviennent les plus captivants. Certes, souvent, la machine commande, mais parfois, le panache, le talent, la ruse prennent le dessus. Et si par bonheur les deux rivaux disposent des mêmes armes, leur duel devient alors grandiose. Dans les années 30, les plus grands champions sont italiens. L'un se nomme Achille Varzi, l'autre Tazio Nuvolari. Tous deux ont été formés à l'école de la moto, mais en dehors de cela et du talent, c'est tout ce qu'ils ont en commun. Bien né, de haute stature, le corps élégant, Varzi, quoique véritable professionnel, fait figure de gentleman driver. Et en matière de pilotage, c'est un fin styliste, aux trajectoires d'une pureté toujours exemplaire. Il symbolise le sportif de grande classe. Nuvolari, d'origine plus humble, de petite taille, a l'air souffreteux. Mais le profil de son visage en lame de couteau se caractérise par un menton proéminent qui trahit la farouche volonté qui l'anime. Il est de l'étoffe des héros. Alors que le pilotage de Varzi est admiré pour son rigoureux classicisme, Nuvolari, lui, s'est inventé une technique. Il jette sa voiture dans le virage qu'il aborde en survitesse, provoquant la dérive plutôt que de flirter avec elle. Malgré leur concurrence acharnée, les deux champions s'estiment et leur rivalité sera toujours exemplairement chevaleresque. Ainsi, Nuvolari insista-t-il un jour auprès de Ferrari pour que Varzi, qui n'avait alors pas de volant, se voit attribuer la même voiture que la sienne. Il voulait vaincre, oui, mais pas sans affronter un rival à sa mesure. Et il réussit souvent à vaincre des rivaux mieux équipés que lui, comme ceux des équipes allemandes, malgré un sévère handicap de puissance. Les deux champions durent aussi lutter contre eux-mêmes. S'adonnant à la drogue, Varzi fut exclu de l'écurie Auto-Unie. Il réussira à vaincre son vice avant de trouver la mort aux essais du Grand Prix de Suisse 1948. À cette époque, les pilotes ne portaient qu'un serre-tête. C'est à la suite de l'accident de Varzi que le casque devint obligatoire. Nuvolari, lui, souffrait de terribles hémorragies pulmonaires et termina souvent des courses couverts de sang. Mais rien ne pouvait l'impressionner et il courut jusqu'à 50 ans passés. Il ne permit à la maladie de le vaincre que des années après qu'il eut raccroché. Années 50, les deux champions qui dominent l'époque sont Fangio et Moss. Le premier est déjà presque quadragénaire lorsqu'il commence sa carrière en Europe. Au physique, il ne paie guère de mine, plutôt court de taille, un peu empâté, atteint d'une légère calvitie. Parlant d'une voix flûtée, il donne l'impression d'être perpétuellement en train de geindre. Mais il suffit de croiser une fois l'éclat d'acier de ses yeux pâles pour comprendre que son regard, impérieux et impérial, est celui de l'aigle. Protégé du dictateur argentin Perón, Fangio le Latin se situe naturellement dans la mouvance des écuries italiennes. Moss arrive beaucoup plus jeune en Formule 1 et son ascension coïncide avec celle des écuries britanniques. Malheureusement pour lui, celles-ci n'atteindront la suprématie qu'après que sa carrière ait été brutalement interrompue par l'accident qui le contraindra à une retraite prématurée en 1962. Ce qui fait que Moss ne sera jamais champion du monde, tandis que Fangio s'octroiera 5 titres. Mais malgré le déséquilibre entre ses palmarès, Moss était considéré en termes de pilotage comme presque l'égal de Fangio. Et ce ne fut pas l'effet du hasard si en 1955, il fut engagé à côté du maestro dans l'équipe Mercedes. Son avisé et despotique manager Alfred Neubauer ne voulait en effet rien de moins que les deux meilleurs pilotes du monde pour assurer le succès de son entreprise. À armes égales, au volant de leur flèche d'argent, Fangio et Moss dominent les pilotes des marques italiennes surclassées. Quant à leur duel, en termes de résultats, le bilan chiffré apparaît là encore sans bavure. Fangio s'adjuge 6 victoires et un nouveau titre. Moss doit se contenter d'une seule victoire. Mais il ne conçut aucune amertume à l'égard de celui qui, seul, pourtant, était en mesure de lui barrer la route du titre. I was very happy. I had to respect for Fangio. I was very happy to sit right behind him. We were called the train because I'd follow about
1 meter away and let him take me through until we had half a minute, and then I'd say, well, that's all right, I'll be second. I mean, so I don't know. And the British Grand Prix, which I did win, even to this day, I don't know if he let me win or not. Because when I asked him, he said, don't be ridiculous, it was your day, you were on form. I don't know. Cette victoire historique de Moss sur le circuit d'Entry, on ne saura sans doute jamais si Fangio la disputa vraiment ou s'il eut l'élégance de laisser à son coéquipier la satisfaction de gagner devant son public ce jour-là, en considérant qu'il le méritait bien et en se comportant de telle manière que ni Moss ni personne ne sache s'il lui en avait vraiment fait cadeau. Quoi qu'il en soit, cette incertitude même éclaire la nature des rapports qui s'instaurèrent entre ces deux hommes, fondés d'une part sur un immense respect mutuel et d'autre part, lorsqu'ils furent coéquipiers chez Mercedes, sur le sens aigu de leur responsabilité vis-à-vis de leur écurie, qui les conduisit à placer leur rivalité personnelle en deçà de l'intérêt de la marque dont ils portaient les couleurs. Ils surent, l'un comme l'autre, se montrer exemplaires. Teníamos coches para ganar. Y si nosotros corríamos entre los dos, podía ganar un tercero. Entonces la decisión fue que la carrera era libre, ¿sí? Hasta que nosotros teníamos una ventaja. En ese momento, el que estaba adelante, seguía adelante. El que estaba segundo, seguía segundo. Así que era una carrera distinta, pero fue un pacto. Diríamos que la única solución cuando hay dos coches de la misma marca que son superiores, la única forma sería esa. Y esa fue la que adaptamos en Mercedes. Cette autodiscipline entre coéquipiers, à laquelle Fangio et Moss surent s'astreindre, d'autres ne parviendront pas à se l'imposer et laisseront leur rivalité s'exacerber au point de dégénérer en tragédie. Ce fut parfois le cas chez Ferrari, en particulier au début des années 80. De toute façon, ils se foutent tous carrément de nous. La preuve, ce matin, j'ai d'arriver au circuit. J'ai dû me garer environ 2 km d'ici et marcher pendant à peu près une demi-heure après m'être battu avec 5 ou 6 policiers pour essayer de rentrer sur le circuit. Et puis même Barnum, dans son cirque, traite mieux ses animaux qu'on est traité pour rentrer au circuit. Celui-là, c'était Gilles Villeneuve, un Québécois au caractère spontané, franc et loyal au point de passer pour Candide. Le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Un lutin à l'air de perpétuel adolescent, un pilote d'un panache et d'une générosité sans limite qui le pousse aux actes les plus fous. Son coéquipier pour les saisons 81-82 est un nouveau venu chez Ferrari, Didier Pironi. À la différence de Villeneuve, qui s'est formé tout seul à l'insolite école des courses pour motoneige, c'est un pur produit de la filière Elf, un cursus mis en place par le pétrolier pour amener pour la première fois un pilote français au titre mondial. D'un tempérament beaucoup plus calculateur que Gilles, Didier n'adore pas moins le risque. Les deux jeunes gens aiment se faire des farces, se lancer des défis et s'entendent comme larron en foire. Mais à l'insouciance naturelle de Gilles, Didier oppose un comportement plus réfléchi. Son éducation lui a appris très tôt qu'une carrière se fonde sur une organisation méthodique et il va révéler la force exceptionnelle de son caractère en menant début 82 une grève des pilotes à Kialem. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire de la Formule 1 que les pilotes sont unanimes sur un problème. Je crois que c'est motivé par le fait que ce problème est grave pour l'avenir des pilotes en Formule 1. Et je crois que maintenant, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Il s'agit de s'opposer à un nouveau statut que veulent imposer le pouvoir sportif et les constructeurs, qui feraient des pilotes les prisonniers de leurs écuries. Insouciants, ils ont presque tous signé sans lire. Mais Pironi a compris le danger et pris la tête avec Lauda de la révolte. Du jamais vu en sport automobile. Dans l'état actuel des choses, nous, on préférait qu'il y ait une course et des essais, parce que c'est un compromis très facile à obtenir. On ne voit aucune raison pour ne pas l'obtenir, si ce n'est l'orgueil en premier lieu. Donc, je crois qu'il faut quand même passer outre, vu les intérêts qui sont en jeu et surtout l'intérêt du grand public.
Pironi conduit avec maîtrise de dures négociations avec les responsables de la fédération et des constructeurs, et en fin de compte, ceux-ci s'inclineront. Suite à quoi Didier sera triomphalement élu par ses pairs, président de l'association des pilotes. Reste que sur le plan de sa carrière, Didier est encore à la recherche de sa première victoire avec Ferrari au début de cette seconde saison, et que, de ce point de vue, il se sent frustré. C'est ce qui va expliquer son comportement au Grand Prix de San Marino, disputé dans des conditions très particulières. En effet, les écuries britanniques, alors en lutte avec la FISA, ont boycotté l'épreuve. Et, vu la maigreur du plateau, Renault et Ferrari se sont entendus pour offrir au public un simulacre de course. Mais, les Renault ayant abandonné, seuls les pilotes des deux Ferrari restent en lice pour la victoire. Villeneuve a réalisé le meilleur tour et il est en tête quand les signaleurs de Ferrari exhibent le panneau ralentir à quelques tours du but. Il en déduit que les positions sont désormais figées jusqu'à l'arrivée. Mais Pironi ne voit pas une consigne, passe à l'attaque et, surprenant son coéquipier dans le dernier tour, lui ravit la victoire in extremis. Pironi affirmera avoir gagné de bonne foi. Mais Villeneuve, furieux et blessé, s'estimera trahi. Et le mécanisme de la tragédie s'enclenche, impitoyable. Une quinzaine de jours plus tard, aux essais du Grand Prix de Belgique à Zolder, les deux hommes, qui ne s'adressent plus la parole, se disputent avec acharnement le meilleur temps. Décidé à le ravir coûte que coûte à son coéquipier désormais honni, Villeneuve tente de forcer le passage en doublant masse, mais les deux voitures vont s'accrocher. La trajectoire du plus populaire des pilotes s'est définitivement brisée, victime de son tempérament de feu, de son audace sans limite et de son caractère trop tranquille. Funeste coïncidence, quelques semaines plus tard à Hockenheim, ce sera aussi après un accrochage aux essais que s'achèvera la carrière de Pironi. Sauvé, il trouvera la mort ensuite dans une course de bateau. Du calculateur, il était aussi casse-cou que Gilles. Fort heureusement, tout n'est pas aussi tragique. Ainsi, le duel entre Mansell le lourdeau et Piquet la vipère, s'il déchaîne les passions en Angleterre au cours de la saison 87, porte-t-il plutôt à sourire qu'à trembler, même s'il faillit mal se terminer. Il faut dire que l'opposition de leur caractère, alors qu'ils étaient coéquipiers au sein de l'écurie Williams, était si caricaturale qu'elle en devenait presque comique. Frank Williams, pourtant, n'a pas rigolé tous les jours. Seen in many other teams from time to time, when you have two super competitive drivers who are both out there to win, and despite your best intentions, you can't give races at the cost of one driver to the other. It is next to impossible for one man in a competitive environment to say to another competitor, very sorry, but you're not going to win today, you must slow down. On the track, they were reasonably professional in their behaviour to each other. Off the track, they were cold to each other, sometimes rude to each other. But generally speaking, I remember that they worked well, technically speaking. They covered ground for each other at the same time. Mansell, qui porte toujours son drapeau en bandoulière, avait la préférence dans sa très britannique écurie. D'ailleurs, à la poursuite du titre, il avait derrière lui toute l'Angleterre qui, malgré sa proverbiale jobardise, avait les yeux de chimène pour son pilote au courage obstiné. Sonné en début de saison par un grave accident qui laissa des séquelles somatiques, l'astucieux Piquet, dominé en vitesse, en fut réduit aux expédients pour se tirer d'affaire. À force de petites phrases au vitriol et d'attitudes méprisantes, il entreprit de déstabiliser son trop candide coéquipier, aussi mal armé pour se défendre face à ce type de manipulation qu'il ne craint personne pour l'attaque au volant. Et la manœuvre, contre toute logique, va réussir. Alors que Mansell semblait devoir prendre irrésistiblement l'avantage, il va commettre deux gaffes qui vont d'abord altérer, puis compromettre définitivement ses chances de remporter la course au titre. D'abord à Spa, en s'accrochant peu après le départ avec Senna, alors qu'il lui aurait suffi d'avoir un peu de patience pour prendre le dessus,
vu la supériorité de sa Williams Honda sur la Lotus Renault de son adversaire. Ensuite et surtout à Suzuka où, en mettant un point d'honneur à s'attribuer à tout prix la pole position, il finit par s'abîmer les vertèbres cervicales dans un choc qui l'expédie à l'hôpital et ouvrit à Piquet la voie de son 3e titre. Victoire de la chance sur la bêtise, ironisa cruellement le champion brésilien en commentant son succès. L'histoire de cette rivalité-là commence un jour de déluge au Grand Prix de Monaco 84. À mi-distance, alarmé par la détérioration des conditions de course, Jackie Hicks laissait sur ses talons à l'issue d'une étourdissante remontée. Un tour de plus et il gagnait. Après avoir affirmé haut et fort qu'on lui avait volé la victoire, cet iconoclaste qui n'a pas froid aux yeux, à peine engagé chez Lotus, se permet de récuser Warwick, le coéquipier qui lui a été choisi. Prost, d'emblée, est agacé. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, et c'est contre Senna, mais ça n'empêche que de toute façon, je l'aime beaucoup et que je trouve que c'est un super pilote, en tout cas un des meilleurs de sa génération. Mais si on veut encore une fois être objectif, il a quand même une voiture où il est tout seul dans son équipe. Et tant que, pour moi personnellement, je pourrais jamais considérer que Senna est le meilleur d'entre nous, et je serais capable de l'admettre un jour, tant qu'il n'acceptera pas d'être dans une équipe avec un pilote du même calibre que lui et avec la même voiture que lui. Paroles imprudentes. En 88, alors que Prost a déjà 2 titres dans son escarcelle, il se prépare à accueillir chez McLaren ce Senna qui, explique-t-il avec confiance, va maintenant devoir faire ses preuves à armes égales avec un champion éprouvé. C'est clair, Prost, sûr de lui, s'apprête à donner une bonne leçon à un pilote dont il estime la réputation surfaite. Ayrton has, for the first time in his career, the car able to be world champion, and he doesn't want to let his chance, going away. That's normal, and he's going to push hard. What about you? It's a little bit different. So you're gonna let it go? I have a little bit more pressure than, you put me more pressure. La pression monte vite, comme on s'en aperçoit à Monaco où Senna, qui a surclassé Prost, a commis une invraisemblable bévue et est sorti de la piste alors qu'il avait course gagnée. Et à Silverstone, où le Grand Prix démarre sous le déluge, c'est Prost qui craque en renonçant à entamer un duel où il sait que son rival, sans égal sur une piste mouillée, ne lui laissera aucune chance. C'est le tournant de cette première saison de cohabitation entre celui à qui son habileté surnaturelle a valu le surnom de Magic et celui que sa science de la course fait appeler le professeur. He's gonna get more and more excited, the championship. Is it possible to be pro in the championship? No. Shit. Can only be one winner. Mais à Estoril, on ne rigole plus. Et que c'est un grave accident. I was very surprised because normally, especially the first lap, when you do that with your teammate, you don't have a big problem like this. But I think we should solve the problem very quickly. It's no problem at all. Ron Dennis, le directeur de McLaren qui prétendait gérer la cohabitation de ces 2 coques, est débordé. À Suzuka, Senna manque calé au départ, on croit que Prost a le titre en poche. Mais grâce à une providentielle averse, le magicien de la pluie effectue un irrésistible retour, passe Prost et s'envole vers sa première couronne mondiale. Ce fut déjà très chaud, mais on n'avait encore rien vu. En 89, Prost est bien décidé à prendre sa revanche et Senna tout aussi déterminé à garder sa couronne. Mais ceci est bien normal. Ce qui l'est moins, c'est le climat d'hostilité et même de haine, car il faut bien appeler les choses par leur nom, qui s'est instauré entre eux. L'intersaison n'a fait que calmer momentanément un conflit qui ne demande qu'à se rouvrir entre ces 2 champions malheureusement aveuglés par leur orgueil, leur mépris et leur volonté exacerbée d'humilier l'autre. L'étincelle, qui va mettre le feu aux poudres, jaillit à Imola. Prost et Senna ont passé un pacte de non-agression au freinage du premier virage. Mais Senna l'a rompu sous le prétexte que Prost l'a surpris en ralentissant plutôt que prévu.
this human side of the problem, it makes me very angry because I've always been very honest with my teammates. I've done everything I could for the team, and I look like, I don't know the name, but I felt very bad. La guerre psychologique fait rage. Conforté par ses bonnes relations avec les motoristes de Honda, qui éprouvent beaucoup d'estime pour ses qualités de metteur au point, Senna prend peu à peu l'ascendant dans l'équipe sur un Prost de plus en plus contraint à la défensive. Mais, habile, le Français décide de prendre les Japonais pour cible en les accusant publiquement de le défavoriser, ce qui place ces gens très à cheval sur le code d'honneur dans un terrible embarras. Il est impossible de rivaliser de cette manière-là parce qu'il y a une trop grosse différence de moteur. Donc quand je suis derrière Ayrton, j'arrive pas à doubler. Absolument impossible. Alors que quand lui, il était derrière moi, alors que j'avais les pneus neufs, j'avais une meilleure adhérence. Bien entendu, il m'a passé très facilement dans la ligne droite et ça c'est comme ça depuis le début de la saison. La manœuvre a-t-elle réussi? Toujours est-il que Senna traverse alors une période noire et que les deux rivaux se retrouvent pour la seconde fois au coude à coude à Suzuka. Prost prend le meilleur, mais Senna ne le perd pas de vue. I never caused the accident in Suzuka. It was never my responsibility. And that you should see in a video, not by my own words. But I just say that because I keep hearing here or there that I only drive one way, it's the only way I know, and I don't care if I cause an accident, things like this. This is not correct. Championship. Manipulé, Senna a lâché le mot qui lui vaudra les foudres fédérales, alors qu'il avait pourtant fini par gagner quand même ce crucial Grand Prix du Japon. C'est que le Brésilien a acquis la conviction que Prost et Ballest ont tiré les ficelles pour que le titre revienne à tout prix en France. Et puis, un an plus tard exactement, alors que Prost a quitté McLaren pour Ferrari, les deux éternels rivaux se retrouvent pour la troisième fois consécutive, mais oui, au départ d'un Grand Prix du Japon qui peut décider de l'attribution du titre 90 à l'un ou à l'autre. Extraordinaire coïncidence qui montre bien l'acharnement de leur lutte et aussi leur supériorité sur tous leurs adversaires, réduits au rôle de figurants. Et le scénario que l'on redoutait va se dérouler exactement comme les cyniques l'avaient prévu. Cette fois, c'est Senna qui n'a rien à perdre à l'accrochage et il démarre derrière Prost qui a démontré un plus grand potentiel aux essais. Comme on peut constater, Prost a élargi un instant sa trajectoire avant de plonger à la corde, ce qui a pu donner à croire à Senna qu'il allait lui ouvrir la porte. Mais c'était faire preuve de beaucoup d'optimisme que de s'engager sans retenue comme le fit le Brésilien. Consciemment ou non, il était décidé à se venger du mauvais procès qu'on lui avait fait subir un an plus tôt et il voulait punir Prost par où il avait péché. Œil pour œil. Pas très chrétien, sans doute, pour un homme de tant de foi. Quant à la morale, là-dedans,